Bonjour, bienvenue à cette troisième partie du podcast sur la fabuleuse histoire de Mel Robbins. Bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la stratégie du pouvoir et de l'influence de Mel Robbins et plus particulièrement, on va parler de son contenu. Parce que oui, c'est sûr que les stratégies marketing, l'explosion virale du TEDx d'abord de Mel Robbins, mais ensuite d'énormément de son contenu publié sur les réseaux sociaux qui devient viral très souvent. D'ailleurs, Let Them, son plus récent livre, ça a été d'abord un Reels qu'elle a présenté sur les réseaux sociaux et qui est devenu extrêmement viral. Au-delà du comment, il y a le quoi. On parle de quoi et pourquoi ce contenu-là est si engageant. Je vais revenir quand même à la fin du dernier épisode où je parlais donc de Mel Robbins, la femme, puis des difficultés qu'elle a eues, puis qu'elle a toujours trouvé des façons de capitaliser sur ses échecs. Et je pense que j'ai pas assez souligné que même dans un empire comme ça, vous voyez, elle a son TED Talk viral, elle fait des conférences, elle est rendue payée à 100 000 $ par conférence, elle offre des livres en ligne qui se vendent à des millions de copies, elle bat des records sur Audible, mais son émission télé en 2019 se plante. Et en 2020, il y a la pandémie. Puis là, en pandémie, mais elle tablait sur une émission de télé juste avant. Elle n'a plus aucune conférence qui, j'imagine qu'à 100 000 $ l'engagement, ça devait être le revenu. Alors même quelqu'un qui a une énorme carrière comme elle a eu une période très, très creuse en pandémie. Et a eu énormément de stress. Ça a amené aussi son diagnostic. Là, ici, ils disent il ne faut pas qu'on dise diagnostic, il faut dire évaluation. En tout cas, je ne sais pas, je vais dire diagnostic de neurodivergence. Puis elle a dit qu'elle est TDAH. Maintenant, comme plusieurs personnalités, ils vont dire qu'ils sont TDAH, mais ils ne diront pas qu'ils sont HPI. Ils ne diront pas qu'ils sont doués. Comme Lisanne Nadeau l'a fait ici. Elle l'a dit, elle, qu'elle avait un diagnostic de douance, puis probablement que Mel Robbins aussi, là, on s'en doute. Mais elle le dit pas. Alors, moi, je note ça parce que c'est mal vu, c'est mal perçu, en particulier pour les femmes. Puis justement, Lisanne Nadeau a eu une vague de commentaires négatifs suite à son annonce et je pense à un live qu'elle a fait sur le sujet. Donc, on va parler de TDAH ici. Là, on va parler de TDAH pour Mel Robbins parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de son contenu, mais aussi un peu les secrets de son succès. Ce qui m'amène à vous parler de moi un peu. 2 secondes. Parce que ça fait un bout que je vous prépare cette série sur Mel Robbins et j'ai même, j'ai travaillé là, un week-end là-dessus, fait tout son blueprint avec les dates, la chronologie. J'ai retrouvé des vieux articles où il y avait des choses qu'elle disait dans le temps puis qui étaient plus retenues aujourd'hui. Vous le savez, quand les carrières sont longues, il y a des choses que les relationnistes laissent tomber ou en cours de route. Donc, il y a des aspects de la carrière dont on oublie de parler. Puis là, c'est là que j'ai retrouvé ses émissions radio, puis le fait qu'elle faisait du talk radio, puis tout ça. Fait que j'avais tout fait, un document qui s'appelait Mel Robbins, sa vie, OK, que j'ai juste retrouvé aujourd'hui. On s'entend, là, aujourd'hui, j'ai fini les 2 épisodes sur sa vie. Alors, mais j'ai pas arrêté de chercher dans mes 2 ordis où est-ce qu'il était ce document-là avec sa vie toute bien expliquée, toute bien détaillée. Eh bien, c'est ça. Je l'avais pas. Moi, ma neurodivergence, là, c'est vraiment ça.
Moi, je vais être capable d'aller fouiller un sujet ultra compliqué. Je vais être capable de tout le structurer. Je vais être capable de tout le préparer. Je vais retenir le 3/4 de tout ce que j'ai trouvé, en tout cas dans ma mémoire à court terme. Pendant un bon bout de temps, je vais retenir un paquet de détails. Mais je me rappellerai plus où c'est que je l'ai mis. Je me rappellerai plus où c'est que je l'ai classé. Fait que c'est souvent ça. Je suis nulle en classage, là. Vous n'avez pas d'idée comment je suis nulle en classage. Et ce qui m'amène donc à vous reparler de Mel Robbins, justement, elle, parce qu'elle a développé plusieurs trucs pour combler ses lacunes. Mais ces trucs-là qu'elle a trouvés, donc, pour se mettre en action, pour aller combattre la procrastination. Le 5-4-3-2-1, c'est pour combattre la procrastination. Ce qui arrive à un neurodivergent, souvent, en particulier devant des tâches simples, qui semblent répétitives, simples pour tout le monde, mais pour qu'un TDAH ou un neurodivergent trouve ça difficile. Fait que 5-4-3-2-1, c'est ça, mais ça s'applique à tout le monde. Tout le monde peut avoir ces moments-là dans sa vie, mais c'est plus marqué chez certains cerveaux. D'où le sujet de son deuxième livre. Son deuxième livre qui était High Five. Et ce deuxième livre-là, c'est ce qu'elle a trouvé en pandémie, parce qu'elle était en panique. Là. En pandémie, là, l'argent ne rentre plus. Là, il n'y aura plus de conférences. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Elle venait de finir son deal à la télé. Et là, son Mel Robbins podcast, il est juste sorti en 2022. Là. Il n'est pas sorti tout de suite quand la pandémie a commencé. Parce que là, quand tu te rends compte que ton modèle d'affaires, il est tout tombé, puis il faut que tu pivotes, bien c'est ça, tu vas peut-être essayer quelques différentes affaires, tu vas prendre le temps de réfléchir comme elle a fait, mais c'est ça, c'est pas simple, là, comme on passe pas de l'échec tout de suite, je réessaye autre chose, ça marche tout de suite, il y a quand même un certain recul. Fait qu'elle, elle a vécu quand même beaucoup d'incertitudes. Et les neurodivergents, quand ça panique, quand c'est intense dans la panique, la peur, le découragement, malgré tout son succès à cette époque-là, donc elle se sent déprimée. Et c'est là que arrive son High Five Rule, donc se lever le matin. Elle, c'est souvent se mettre en marche, se lever le matin puis partir. My God, que je me reconnais là-dedans. Jamais été quelqu'un de matinal, là, mais jamais, ever. Et c'est parce que je me suis jamais réveillée reposée, tu sais. Parce que moi, c'est dur le matin. Prends un bout, là. À un moment donné, je me réveille, mais c'est quand même plus long. Mon système, il prend plus de temps. Il n'est pas couchable, mais il prend plus de temps à se réveiller. Mais elle, c'est ça. Elle a développé donc ce truc-là de se féliciter le matin, se mettre dans un mood si, tu sais, dans ton corps ou dans ton système, c'est lent. Elle s'est dit, je vais me regarder dans le miroir, je vais me féliciter, je vais sortir de ma dépression et ça va peut-être pouvoir aider des gens. Donc, son réflexe en pandémie, elle a écrit ce livre-là. Ensuite, elle a réfléchi et le Mel Robbins Show est arrivé. Puis, elle a aussi parlé pendant ce temps-là de sa neurodivergence et de ses trucs pour se mettre en marche. Puis, je veux quand même vous les partager. Je vous ai dit que je parlais de son contenu. Mais c'est des choses qu'on nomme souvent quand on parle de Mel Robbins. C'est sa routine matinale structurée. Alors, je vous dis, là, son rituel quotidien, qu'est-ce qu'elle fait tous les matins. Alors, elle, pas de téléphone pendant la première heure. Elle ne touche pas à son téléphone, on ne touche pas aux écrans. Pour être, probablement, pour que le cerveau se réveille par lui-même, qu'il ne soit pas trop influencé. Parce qu'ils disent que quand on se réveille, notre cerveau, il est mou, puis il est pas, il est très poreux. Alors, tout ce qu'on va regarder le matin, ça va comme influencer notre journée. Alors, si on veut pas, puis là, si on se lève, on entend toutes des mauvaises nouvelles, puis c'est pas optimal, mettons, de colorer son cerveau avec ces idées-là le matin. Donc, pas de téléphone pendant la première heure, faire son lit immédiatement. Donc, elle dit que c'est une petite victoire immédiate en se levant. Ensuite, 500 millilitres d'eau avant toute autre chose. Alors, elle va boire de l'eau. Ensuite, une marche extérieure pendant 10 minutes pour activer la circulation et le moral. Ensuite, le fameux, ça que je fais toujours pas, mais je devrais, my God, Marcia Pilote,
en parle depuis 30 ans, c'est les pages du matin. Donc, Mel Robbins, elle appelle ça l'écriture d'idées. On écrit ses idées le matin, on capture toutes ses inspirations, ses priorités du jour et ensuite, on envoie un message de gratitude ou d'encouragement à un proche. D'être dans le souci de l'autre, ça part bien une journée. Alors, puis ensuite, bien, au fil de la journée, ce qu'elle recommande, c'est de prioriser le sommeil, se coucher plus tôt que tard, faire plusieurs micro-pauses, des resets au cours de la journée pour se libérer un peu, et de l'exercice régulier, bien évidemment, là, jogging, yoga, peu importe. What floats your boat? Elle a aussi des stratégies de productivité qu'elle aime partager. Alors, stratégie de productivité pour la gestion de l'attention. Elle dit qu'elle s'est créée comme un chef d'orchestre dans sa tête, parce que c'est ça qu'elle a dit que... Elle dit que son TDAH, c'est comme si dans sa tête, il n'y avait pas de chef d'orchestre, puis toutes les idées arrivaient en même temps. Puis là, c'est difficile de focusser dans ce temps-là. Alors, elle se met des stratégies pour choucher, qu'elle dit, toutes les distractions extérieures au moins. Puis intérieures, quand il y a d'autres idées qui viennent, elle a appris à leur dire « OK, va-t'en, chuch, chuch, chuch ». Ensuite, système d'organisation, elle a beaucoup de rappels. Là. Elle a beaucoup de rappels probablement dans son téléphone, des calendriers partagés avec sa famille, avec son équipe pour éviter les oublis et des outils de to-do list là, qu'elle a développés. Elle a aussi appris à reconnaître ses périodes d'hyperfocus quand... Ça, c'est aussi lié là, au cerveau divergent. Moi, je connais ça, j'ai ça. Là. Quand ça part, ben, elle les reconnaît, ces moments-là, puis là, on en profite. Là. Si elle est capable de tasser des affaires autour, parce que c'est des moments extrêmement productifs. Moi, ça m'est arrivé dimanche passé. Là. Je me suis levée le matin, puis je savais que j'étais dans mon mode d'hyper-productivité. Fait que, oui, là, j'avais des petits plans... d'activité, mais je me suis dit, ça a l'air que je vais travailler aujourd'hui parce que... Alors, c'est là que j'ai mis sur pied tout le système pour l'infolette Faire une femme de soi qui sort cette semaine. Là. Il fallait que je construise l'écosystème, puis la façon comment ça marche, puis qu'est-ce que je délègue, puis tout ça. Ce qui est pas... tu sais, c'est pas mon talent naturel, là, faire de l'ingénierie de projet. Une chance qu'il y a l'intelligence artificielle maintenant, mais disons que ma force, c'est plus le contenu, mais quand même, en étant en reconnaissant une période d'hyper-productivité, je me suis dit, tiens, allons-y. On va être capable de faire les choses qui sont un petit peu plus difficiles pour moi. Autre chose qui sont les piliers du succès avant d'arriver au contenu lui-même, parce que j'ai écouté la moitié, presque toute Let Them en fin de semaine aussi. Fait que, tu sais, dans mes moments, mettons, je conduisais, quand je suis allée faire ma marche, tu sais, aussitôt que j'avais un peu de downtime, là, j'ai écouté. Puis moi, ce que je fais, je sais pas si vous le faites avec... j'ai une idée, mais vous avez le droit, parce que moi, quand je me réécoute, c'est ça que je fais. Moi, je m'écoute à 1.5. Tu sais, la personne, elle parle plus vite. Moi, les vidéos de YouTube de formation là, que j'écoute, là, je les écoute toutes minimum à 1.5. Donc, la personne parle plus vite, parce que moi, ça va vite, là. Fait qu'il faut que ça parle vite. Là. Mais elle parle déjà vite, Mel Robbins. Fait que je le mets à 1.2, 1.3. Puis, tu sais, il y a du monde que je mets à 2, là, des fois, parce que pour accélérer. Puis, il paraît que quand la personne parle plus vite, notre cerveau a tendance à écouter plus, à être plus attentif. Alors, pour moi, c'est un truc là, que j'ai pour écouter des affaires. Fait que, bref, j'ai fait ça avec Let Them en fin de semaine. Mais juste avant, je veux souligner quelques éléments importants qui vont peut-être vous aider si vous m'écoutez puis vous êtes en train de développer là, un brand, une carrière publique et donc posséder vos droits d'auteur. Mel Robbins a pris le contrôle de ses droits d'auteur, du design, de la distribution, de la promotion de ses produits. Puis là, j'ai retrouvé, parce qu'évidemment, j'avais fait Mel Robbins sa vie, mais je ne l'ai pas trouvé la journée où j'ai commencé à faire mes podcasts. Alors, mais j'ai retrouvé. La semaine dernière, je vous parlais d'un moment particulier
où elle s'était servie d'un réseau de distribution pour propulser un de ses projets. Puis elle a fait un projet qui s'appelait le Borders Talk Show. Puis Borders, c'est une librairie qui a un gros réseau de distribution. Et là, elle a fait des interviews avec des célébrités pour promouvoir son travail, probablement. C'était comme un talk show là, médiatique qu'elle a fait pour eux autres. Et c'était des émissions en ligne. Et lors, ce qu'il raconte, là, c'est que lors d'une de ses entrevues, notamment avec Mandy Moore, il y avait entre 80 et 350 personnes qui l'écoutaient. Live, là. Elle faisait des entrevues live pour eux autres. Sauf que, ensuite, Borders a envoyé le lien pour l'entrevue à ses 17 millions de clients par email. Comprenez-vous à quel point ça l'a lancé, ça, au niveau de sa carrière radiophonique? Ça, c'était avant l'émission de TV, mais tu passes tu fais un live, il y a 350 personnes, puis là, à un moment donné, quelqu'un te recrute, puis il envoie ton émission à 17 millions de clients. Hey, c'est énorme, là, ça, comme opportunité. Fait qu'elle elle a toujours été à l'affût, donc, de ces opportunités-là. Ensuite, elle a fait une diversification des revenus. Ça, c'est tout avec la COVID. Hein? Tu peux pas miser juste sur une affaire. Fait que là, maintenant, tu sais, elle fait toujours des conférences, des keynotes. Elle vient de terminer une tournée que, d'après moi, elle devait autoproduire. Donc, si ces salles sont pleines, c'est quand même assez payant, là. C'est 50 000 US par date. Mettons, ça doit pas coûter bien cher en production, ça. Tu sais, c'est en net, au moins 50, 100. Mais si elle le fait, j'imagine si elle le fait, c'est parce qu'elle fait plus que 100 000. Fait que je sais pas quel genre de salle elle fait, mais si c'est un soft seat à 5 000 personnes, calculé, là, ouais, c'est facilement peut-être 250 000 $ par date. OK. Mais c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Fait que ensuite, elle est payée par son partenaire de podcast. Là, elle a un deal avec Sirius qui doit la payer tant de millions par année pour diffuser son podcast sur Sirius. Parce que c'est un incentive. Les gens qui l'aiment, ils veulent l'écouter sur Sirius. Ensuite de ça, elle a son revenu de sa page YouTube, qui est 3 millions. Plus aux États-Unis, tu as des revenus sur TikTok, là. Fait que ça commence à être super intéressant. Il y a des cours en ligne aussi. Elle a quelques partenariats corporatifs. Donc, c'est vraiment, vraiment un empire. Je veux en venir maintenant au contenu du contenu, à sa façon de parler, à sa façon d'interagir. Puis pourquoi quelqu'un qui est peut-être à la base un peu controversé, parce qu'elle rentre dedans, tu sais. Puis c'est pour ça que, c'est drôle, je l'ai expliqué à quelqu'un cette semaine, puis ça m'a permis de formuler ce que je pense, c'est que la différence entre le format radio puis le format podcast, c'est que tu peux pas parler à la personne de la même façon. Puis la même métaphore, ça s'applique la télé versus podcast. Je vous donne la différence selon moi, c'est que l'auditeur de la radio ou de la télé, lui, il est passif, il est là. Oui, il écoute ton émission, mais ça se peut qu'il soit juste devant sa télé, puis que c'est ton émission qui arrive, puis il est là. Fait que oui, il y a une relation avec toi, mais c'est une relation corporate, je dirais. C'est une relation polie, tu sais. Puis oui, il est dans la salle pendant... C'est comme si, tu sais, il y a une série de conférences une journée, puis là, Mel Robbins, elle arrive entre 1h et 2h, puis là, c'est elle qui fait la conférence. Les gens qui sont là, oui, parce qu'elle est là, mais parce qu'ils s'intéressent au sujet, puis tout ça. Fait que c'est ça le niveau de proximité que tu as avec quelqu'un qui t'écoute en radio puis à la télé. Par contre, en podcast, la personne qui t'écoute en podcast, là, c'est parce qu'elle veut. Parce qu'elle est allée chercher ton podcast. Elle l'a downloadé. Donc, la métaphore, c'est comme si la personne rentre dans ton bureau puis elle te paye pour tes services. Tu sais, donc, quand tu vas chez le psy, là, le psy peut te parler d'une certaine façon puis tu te n'attends. C'est ça que tu vas chercher. Mais, mettons que tu t'en vas dans un événement public puis qu'il y a quelqu'un qui parle en avant, tu n'as pas le goût qu'il te dise tes 4 vérités devant tout le monde, là. Ça ne te tente pas nécessairement. Fait que j'exagère les deux, mais juste pour
Ben, je vous le dis, moi, je me suis trompée une fois, là. Ça m'est arrivé, bon, à la radio, des fois, à faire une femme de soi, on est 1 heure de temps. J'ai eu quelques annulations dernière minute, puis des fois, je me dis, je peux faire l'épisode toute seule. Je suis habituée, je le fais avec le podcast, tout ça. Puis, les fois où je le faisais l'année dernière, j'avais pas le podcast. J'ai commencé le podcast l'été dernier. Fait que quand j'en ai refait un à un moment donné cette année, j'ai eu vraiment le ton podcast, mais totalement. Et je me suis réécoutée à la radio et j'ai fait « Oh non, je peux pas parler aux gens de la radio comme ça. » C'est comme, je l'ai senti que c'était pas tout à fait le bon ton. Et, fait qu'on parle pas de la même façon. Tout ça pour dire que Mel Robbins, elle a son style très rentre-dedans, très viens ici, je vais te dire tes 4 vérités, viens ici, je vais t'aider, viens ici, je vais t'aider à t'en sortir, viens ici, je vais te l'expliquer simplement, mais ça va avoir beaucoup d'impact pour toi. Et c'est surtout ça, c'est qu'elle convainc les gens avec des concepts simples, mais qui, au fond, sont basés sur des théories qui peuvent être compliquées, mais elle les a tellement simplifiées et elle les rend tellement concrètes, et c'est ça que j'ai compris en écoutant Let Them, que c'est accessible à tous et surtout, je pense que ça a de l'impact, puis c'est pour ça que les gens disent « Achète le livre, sa meilleure affaire, j'ai jamais lu de ma vie, achète ça, c'est l'affaire qui a eu le plus d'impact sur moi, etc. » C'est que la façon dont elle présente son contenu, ça favorise le passage à l'acte de la personne. Parce qu'il y a bien du monde qui écrivent des bons livres, mais est-ce que les gens appliquent ce qu'ils ont appris dans le livre après? Souvent, c'est non, tu sais. Souvent, ils vont pas le faire. Alors, comment tu fais pour que les gens s'engagent? Parce que c'est sûr que les gens veulent lire un livre parce qu'ils veulent un résultat. Sauf que si les gens font pas ce que tu conseilles dans le livre, il n'y en aura pas de résultat. Puis là, s'il n'y a pas de résultat, la personne, elle dira pas « J'ai lu le livre de Mel Robbins, puis ça n'a rien fait. » Elle dira pas « J'ai lu le livre de Mel Robbins, j'ai rien fait de ce qu'elle a dit, puis j'ai pas eu de résultat. » Ce que la personne va dire, c'est « J'ai lu le livre de Mel Robbins, puis c'est pas bon, ça n'a rien changé. » Vous comprenez? Fait que c'est comme, elle a trouvé une façon dans son contenu d'amener les gens à poser les gestes nécessaires pour qu'il y ait un véritable changement dans leur vie. Elle a une façon de présenter les choses pour que les gens passent à l'acte. Puis généralement, c'est un contenu plus de formation, ça. Mais elle l'a amené dans un média, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis convaincue qu'il y a une structure derrière, tout ça est pensé, réfléchi. Il y a même des, tu sais, au niveau du storytelling, il y a même des façons là, de faire ça pour aider les gens à passer à l'acte, mais c'est ce que je pense que c'est le secret du succès de son contenu. C'est parce que les gens passent à l'acte, c'est assez simple et c'est assez soutenu pour que ça fonctionne. Parce qu'au fond, Let Them, là, on en a parlé un peu la semaine passée, mais j'avais pas lu l'ensemble du livre. Puis là, je suis rentrée dans le contenu, là. Et j'ai l'impression que j'avais tout compris sans lire le livre, mais non! Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Et au départ, c'est la théorie du lâcher-prise, tu sais, ils font ça, let them, arrête d'essayer d'empêcher les gens de te faire mal, mettons, ou arrête d'essayer d'empêcher les gens de te décevoir, ou arrête d'empêcher les gens de, eux, tu sais, avoir des problèmes. Mais let them. Et ce qui vient après, dans le livre, quand même assez vite, c'est let me. Donc, oui, tu laisses faire, mais après ça, toi, c'est que ce qu'elle enseigne, c'est reprendre son pouvoir. C'est la responsabilisation. C'est des enseignements de responsabilisation qu'on a beaucoup. Moi, je suis Sadhguru, par exemple, qui est un yogi indien qui raconte beaucoup de concepts de spiritualité pour les appliquer dans la vie de tous les jours. Puis, la responsabilisation, c'est au centre de toute croissance personnelle. C'est que t'es responsable. T'es responsable d'un peu tout. Et de pas mal tout.
parce que tu es toujours responsable de la réaction que tu vas avoir face à n'importe quoi qui arrive. Fait que elle amène les gens à prendre conscience de ça, mais tranquillement, en racontant des histoires, en ayant beaucoup d'autodérision, en racontant comment elle avait aucune conscience de sa propre part de responsabilité dans plusieurs situations. Ça fait que la personne connecte avec elle, ils ont envie de faire le même processus qu'elle a fait. Et donc, il y a une responsabilisation de fait. Ensuite de ça, ce qu'elle apprend aux gens, c'est maintenant décide, c'est quoi le geste que toi, tu vas poser en faisant ça. Après ça, elle aborde beaucoup un enseignement... moi, c'est dans les 7 clés là, du leadership féminin, c'est mon chapitre sur l'empathie. Mais c'est vraiment sur la gestion des émotions. Tu sais, ce qu'elle raconte, c'est que comme on n'a pas appris aux enfants, puis même les parents, cette génération-là, n'a même pas appris à gérer ses propres émotions. C'est quoi des émotions? Comment est-ce qu'on gère ça, des émotions? Comment on les accueille? Comment on réagit? Bien, on se ramasse, on est dans une société où c'est plein d'enfants de 40 ans qui n'ont pas appris, puis qui boudent, puis qui chicanent, parce que gérer les émotions, pas quelque chose qu'on a démocratisé. Donc là, ce qu'elle enseigne là-dedans, c'est pas mal la théorie de Marshall Rosenberg à la base des principes de communication consciente. Fait que de reconnaître ses émotions, de les nommer, juste nommer l'émotion que tu l'as au moment où tu l'as, prendre un moment pour savoir qu'elle est là, l'accueillir. Donc je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. On accueille l'émotion, puis quand on l'accueille, savez-vous quoi? Elle s'en va. Elle diminue, c'est comme une vague. Donc, au lieu de réagir, quand on a une émotion, au lieu de partir en grosse réaction, donc on l'amplifie. Puis là, tu sais, parce qu'elle dit que l'émotion, ça dure environ 6 secondes. Fait que si t'es capable de l'accueillir, de la nommer 6 secondes, puis de pas mettre du gaz dessus, pas résister, pas essayer de péter une coche, pas l'amplifier, pas la boire, pas... ben ça va durer 6 secondes. Puis après ça, quand tu l'as vécu, mais là, tu décides quel geste tu vas poser après. Mais si tu l'as pas vécu, c'est pas sûr que tu vas prendre une bonne décision. Comprenez-vous? Tu sais, il y a des gens qui répètent toujours les mêmes erreurs, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vécu l'émotion. Parce que quand tu comprends que quelque chose fait mal, à un moment donné, si tu as vécu ton émotion, ta peine, ta douleur, ta tristesse, grosse chance que tu recommences plus. Alors... fait que c'est ça, là, elle parle, elle démocratise donc ça. Tout ça, là, elle dit tout le temps que c'est la Let Them Theory. T'sais, elle dit toujours que c'est simple, c'est juste la Let Them Theory, mais on s'entend, elle a fait un livre de 300 pages. Puis là, moi, je l'ai écouté en audio parce que ces livres qui ont beaucoup de succès sont en audio. Mais, tu sais, qu'il y a énormément de concepts là-dedans, puis elle déconstruit des choses. C'est super intéressant. Elle a un chapitre sur l'amitié adulte. Puis elle raconte, tu sais, souvent c'est ça, on va avoir des déceptions d'amitié à l'âge adulte, on va vivre l'amitié différemment de quand on était jeune, puis ça commence à part de la vingtaine, tu sais, de ce moment dans la vingtaine où, tu sais, tes amis qui étaient toujours ta proximité avant, t'étais à l'école avec eux autres, t'étais tout le temps avec, tous les jours, tout ça, là, tout le monde s'en va un peu tout partout, puis là, mais forcément, vu qu'il n'y a plus de proximité, bien, il y a des gens que tu vois plus. Puis l'amitié, c'est beaucoup une question de proximité, surtout à l'âge adulte. Alors, elle déconstruit un paquet d'affaires qui diminuent les déceptions probablement des gens, puis qui vont les aider à se responsabiliser, puis à être moins... à comprendre plusieurs phénomènes. Donc, elle applique sa théorie Let Them dans plusieurs sphères de la vie. Et c'est très, 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 très accessible, encore une fois. Et c'est quelque chose qui aurait... Tu sais, il y a un sens de la répétition aussi dans son contenu. Donc, moi, je suis pas mal convaincue que les gens qui vont prendre le temps d'écrire, de lire son livre au complet, ça va faire un changement dans leur vie. Puis ça, c'est la meilleure façon d'avoir ce qu'on appelle du repeat audience. Parce que là, ils vont dire, Mel Robbins, elle change de quoi dans ma vie? Oprah, elle change de quoi dans notre vie? Je dis, moi, Oprah, elle a décortiqué tout le livre au complet de Eckhart Tolle, New Hurt. Je les ai toutes écoutées, j'ai compris plein d'affaires, ça m'a permis de désamorcer des choses. Oprah a changé ma vie plein de fois, là, tout comme Elizabeth Gilbert, avec son Eat, Pray, Love, a eu beaucoup d'impact. Parce que c'était le fun, ce qu'elle proposait. Hein? Mais Elizabeth Gilbert, c'est qu'elle nous est arrivée avec quelque chose de le fun, accessible, qui fait rêver. Alors, donc, dans la création de contenu,
important de proposer des choses que les gens vont pouvoir appliquer, des pépites qu'ils vont pouvoir intégrer et ainsi vraiment contribuer à leur vie. Puis quand tu contribues vraiment à la vie des gens qui t'écoutent, ben ils t'aiment, puis ils restent là, puis ils te recommandent à quelqu'un d'autre, puis t'as un autre, puis un autre. Et là, l'audience grandit, grandit, grandit. D'avoir un projet de notoriété, un projet médiatique, un projet pour faire... pour être plus connu. Et la première question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Moi, je m'intéresse à la notoriété responsable. Donc oui, tu veux faire une mini-série. Oui, tu veux partir un podcast. Mais pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le message? C'est quoi l'intention? C'est quoi... Quel impact tu as envie d'avoir? Parce que oui, vous le voyez, là, c'est possible d'avoir de l'impact avec du contenu, même divertissant, même sans être tout le temps, je te prends par la main, puis les 3 conseils pour, tu sais, Mel Robbins n'a fait pas ça, elle raconte des histoires, elle rencontre du monde, elle s'organise, elle a une façon à elle-même d'avoir de l'impact, mais c'est pas aussi direct, c'est dans l'entertainment. Puis ça ramène à Jeannette Bertrand, ici au Québec, qui nous a offert des dramatiques pendant des années, qui nous apprenait des choses, qui nous montrait des situations, qui nous permettait de faire des liens, nous permettait de réaliser des choses qu'on vivait, qui nous aidait à comprendre mieux les autres, la société, les gens qui nous entourent. C'est de l'impact, ça, puissant, et c'est ça qui fait que quelqu'un marque son époque. Alors, c'est ce que je pense que Mel Robbins fait à sa façon. Comme je vous disais l'autre fois, c'est sûr qu'un tel succès, ça va venir probablement avec des gens qui vont critiquer ou peut-être même de la controverse. Mais on espère pas trop. On espère que cette femme de pouvoir-là va continuer d'avoir un impact positif sur les gens qui l'aiment puis qui la suivent. Puis moi, ça m'a fait plaisir de vous parler d'elle un peu plus en détail. Vous m'avez écrit pour me dire que vous avez aimé cette série-là. J'espère que vous avez trouvé dans le contenu des informations, des concepts, des idées qui vont que vous allez pouvoir appliquer dans votre projet ou dans votre vie. Puis si vous avez aimé ça, gênez-vous pas à m'écrire pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous aimeriez, parce que là, il y a une nouvelle série qui vient de sortir sur Madonna, là. Avez-vous le goût d'avoir un deep dive sur Madonna? Dieu sait que j'en ai lu des biographies de Madonna, alors c'est un sujet que je connais bien, ça me ferait plaisir de vous la décortiquer si ça vous tente, mais je veux être à l'écoute. Donc, ou s'il y a des sujets que vous avez envie que je décortique, moi, je veux être là pour répondre à vos intérêts. Puis je vous remercie d'être là chaque semaine. J'ai une idée. Je sais que j'étais une journée en retard sur la publication, mais j'étais encore à l'extérieur. Ça arrive, c'est l'été. Fait qu'il va y avoir des journées où je serai pas à mon bureau, mais je vous promets, je manquerai pas de semaine. Au plus tard, 24 heures de délai. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, partager. J'ai une idée pour m'aider à continuer de vous offrir ce contenu gratuitement. Merci beaucoup.